Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue sur Nutrition Style. Durant le siècle passé, l'Inde et la Chine se sont industrialisés beaucoup plus rapidement que ne l'avait fait l'Occident. Les pays d'Europe ont subi 2 guerres et les pays de l'ex-URSS sont sortis du communisme. Ces événements se sont accompagnés de changements alimentaires importants associés à des améliorations ou à des dégradations de la santé des habitants. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous pouvons apprendre de ces transitions nutritionnelles historiques. Avec l'industrialisation de la Chine, chaque augmentation de revenus s'est accompagnée d'une augmentation de la consommation d'aliments d'origine animale. Des aliments souvent perçus comme un signe de richesse et d'un statut social élevé. Aujourd'hui, le Chinois moyen consomme quotidiennement plus de 1300 kcal venant des œufs, de volailles, de bœuf, de porc, de mouton, de poissons et même de produits laitiers, malgré l'intolérance au lactose répandue en Asie. Imaginez, cela représente plus de 50% des besoins énergétiques journaliers venant d'aliments animaux. La quantité de racines et de céréales a également chuté. Quant à la proportion de la population mangeant quotidiennement plus de 30% de leurs besoins énergétiques journaliers venant des graisses et principalement des graisses animales, elle est passée de 15 à 44% entre 1989 et 2000. Cette transition nutritionnelle rapide a précipité l'augmentation du nombre de personnes en surpoids ou obèses, une augmentation qui fut nettement plus lente en Occident. Entre 1980 et 1990, le nombre de Chinois en surpoids ou obèses augmentait chaque année de 0,5%. Entre 1997 et 2000, soit à peu près 10 ans plus tard, ce pourcentage était passé à 0,9% pour les femmes et à 1,9% pour les hommes. Cette épidémie d'obésité s'est encore accélérée par la suite et c'est bien sûr accompagné d'une explosion de la fréquence des maladies cardio- et cérébrovasculaires, des cancers, du diabète de type 2 et des autres maladies chroniques. Et tout ceci en dépit d'un accès de plus en plus facilité à la médecine moderne. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette épidémie d'obésité et de maladies chroniques est bien due à l'augmentation de la consommation d'aliments animaux? Ne serait-ce pas le stress, la pollution ou tout autre facteur? Étudions ensemble le cas de plusieurs pays d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Sous l'occupation allemande, une partie importante des aliments animaux était réquisitionnée par les soldats du Troisième Reich. Voyez dès le début de la guerre la chute de la consommation par an par habitant de graisse, de beurre, de lait et de crème et d'œufs pour la Suède, pour la Finlande et pour la Norvège. Et observez dès la fin de la guerre le retour de ces aliments. Cette perte des aliments perçus comme les éléments centraux des repas apportant l'énergie s'est-elle accompagnée d'une baisse de la vitalité? Que du contraire, la mortalité des pays occupés a chuté durant la guerre, principalement due à une baisse de la fréquence des maladies cardiovasculaires, la première cause de mortalité au monde. En Suède, la mortalité totale a baissé de 13% dans les régions rurales et de 21% dans les régions urbaines, entre 1940 et 1942. On a observé des tendances similaires pour la Finlande et la Norvège. Mais regardez maintenant la situation de l'Amérique, qui n'avait subi aucune réquisition. La mortalité des Américains due aux maladies coronariennes, qui font partie des maladies cardiovasculaires, ne cesse d'augmenter durant tout le conflit. Que se passe-t-il ensuite en 1945 avec le retour des aliments animaux? La mortalité augmente et dépassera quelques années plus tard les niveaux observés avant le début de la guerre. Notons que ces chutes de la mortalité ne sont pas spécifiques aux maladies coronariennes. Voici par exemple la diminution du nombre de cas de personnes diabétiques en Suède lors de la Seconde Guerre mondiale. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Regardons ensemble le cas très intéressant du Danemark. Malgré une nette diminution de la quantité de graisse consommée, la consommation de produits animaux n'a que très peu diminué. Vous pouvez même observer une augmentation de la consommation par an par habitant de lait, de crème et d'œufs durant la seconde partie de la guerre, et une très nette augmentation de la consommation de beurre durant toute la guerre. Ceci s'explique par un arrêt des exportations de beurre durant le conflit. À votre avis, la mortalité au Danemark a-t-elle chuté tout comme dans les autres pays occupés? Eh bien non, la mortalité
des Danois dus aux maladies coronariennes ne fluctua que très peu durant la guerre et resta même à des niveaux similaires à ceux observés au début du conflit. Il est important de savoir que les produits laitiers et les œufs ne sont pas les seuls aliments dont la consommation avait chuté durant cette guerre. Il y avait également eu une diminution de la quantité de viande, de sucre, de café, mais aussi de fruits, pouvant expliquer en partie la baisse de la mortalité observée dans les pays colonisés. Les études citées ici nous donnent des preuves épidémiologiques pointant du doigt les aliments animaux et potentiellement les aliments raffinés comme des facteurs favorisant et la mortalité et les maladies chroniques. Avançons maintenant dans le temps de quelques décennies. Lorsque la Pologne était alliée de l'URSS, les aliments animaux étaient subsidiés, permettant à la population de bénéficier de prix avantageux. Or, en 1989, avec la chute du communisme, les subsides tombèrent, les prix grimpèrent et la population dut changer ses habitudes alimentaires. Plus de fruits et légumes, on passa de 7 kg de beurre consommé chaque année par habitant à 3,8 kg, et la consommation de bœuf chuta de 75%. Entre 1991 et 1994, on observa alors la plus rapide chute de la mortalité jamais vue auparavant, avec une diminution de la fréquence des maladies cardiovasculaires de 26% en seulement 4 ans. Entre 1991 et 2005, 26 200 morts dues aux maladies cardiovasculaires ont été évitées. Les études scientifiques attribuent cette baisse pour 37% au traitement médicamenteux et pour 54% à l'hygiène de vie, dont 10% à l'augmentation de l'activité physique, 15% à la moindre consommation de tabac et les 29% restants au changement alimentaire, à savoir une alimentation enrichie en végétaux et appauvrie en aliments animaux. Retournons quelques années en arrière, en Amérique, chez les adeptes de l'église adventiste du 7e jour, une population qui mangeait originellement pour des raisons de croyances religieuses une alimentation de type végétarienne. Cette population subit une transition nutritionnelle avec une introduction de la viande et des autres aliments d'origine animale, jusqu'à ce que cette consommation devienne quotidienne. Entre 1960 et 1976, que s'est-il passé? À ce stade de la vidéo, je suis certain que vous l'avez deviné. Voici venir l'augmentation de la mortalité et des maladies chroniques. Un risque accru de 230% d'être obèse, de 165% d'être diabétique de type 2, de 150% d'avoir un AVC et de 145% d'avoir une maladie cardiovasculaire. Entre 1976 et 1988, soit 12 ans après l'installation de ces nouvelles habitudes alimentaires, l'espérance de vie des adventistes du 7e jour avait chuté de 3,6 années. Rendez-vous compte, une chute de l'espérance de vie, alors que durant le XXe siècle, celle-ci tendait à augmenter sur la quasi-totalité du globe. Le cas des aliments animaux s'aggrave. Mais sont-ils les seuls responsables des maladies dites de civilisation? Pour terminer, nous allons étudier le cas de l'Inde. La grande majorité des Indiens mangeaient depuis des siècles le régime ayurvédique, c'est-à-dire une alimentation de type végétarienne à tendance végétalienne, avec extrêmement peu d'aliments d'origine animale et une grande majorité d'aliments complets d'origine végétale. Durant le XXe siècle, l'Inde subit une transition nutritionnelle. La consommation moyenne par an par habitant de viande passa de 1 kg à 5 kg. Mais cette augmentation, aussi significative soit-elle, n'est pas suffisante pour expliquer l'explosion d'obésité et de maladies chroniques observées en Inde. De plus, 40% des Indiens restent encore aujourd'hui végétariens. Or, de nombreuses études scientifiques ont démontré les bénéfices du végétarisme sur la longévité et sur la réduction de la mortalité et du risque de développer une maladie chronique. Mais alors, que s'est-il passé en Inde? Il faut savoir que 50% des apports énergétiques quotidiens des Indiens provient du riz. Or, originellement, le riz était consommé complet, avec la cosse riche en nutriments, ce qui devient de plus en plus rare. Le riz blanc étant préféré, car est un signe de statut social élevé et de richesse. La variété de féculents complets tels que l'orge, le millet, l'amarante, diverses racines et tubercules, etc. diminue également de plus en plus. On note également une réduction de la consommation de fruits, de légumes, de lentilles, d'haricots secs, de noix, mais aussi de graines, diminuant les apports en nutriments essentiels, vitamines et minéraux, mais également en autres phytonutriments tels que les antioxydants. Alors que les matières grasses de cuisson étaient peu utilisées, que le ghee, un beurre clarifié, était réservé pour les fêtes, ils sont maintenant de plus en plus consommés. De même que l'huile de palme,
que l'huile d'arachide et que l'huile de tournesol. De plus, une proportion croissante des aliments est maintenant frite en Inde. Ces changements alimentaires sont associés à des réductions des apports en acides gras essentiels oméga 3 et à une augmentation des apports en oméga 6, en acides gras saturés et en acides gras trans. Il est intéressant de noter que les habitants de l'Inde du Nord, qui consomment davantage de ghee et d'acides gras trans que l'Inde du Sud, présentent un risque de développer une maladie cardiovasculaire supérieur. L'exemple de l'Inde nous montre qu'il n'est pas suffisant de manger une alimentation de type végétarienne et de se passer d'aliments d'origine animale, il faut encore manger une large diversité de végétaux pour bénéficier d'un grand panel de bienfaits et manger des aliments végétaux complets, non raffinés et non transformés qui ont maintenu leur valeur nutritionnelle d'origine. Les transitions nutritionnelles historiques que nous venons de voir ensemble nous apportent de précieuses informations quant à l'alimentation à adopter. À chaque introduction et augmentation de la consommation d'aliments animaux et d'aliments raffinés et transformés, la mortalité et le risque de développer une maladie chronique augmentent. Alors que la réduction de la consommation de ces aliments pauvres en nutriments et l'augmentation de la consommation d'aliments végétaux complets améliore la santé des populations et réduit la mortalité et le risque de développer une maladie chronique. Si vous êtes concerné par votre bien-être et votre santé, vous savez maintenant quels changements opérer dans votre alimentation de tous les jours. Pourquoi ces aliments animaux et aliments raffinés et transformés dégradent-ils la santé et pourquoi les aliments végétaux complets améliorent la santé? Nous verrons bien sûr cela ensemble dans des vidéos ultérieures sur cette chaîne. Pour la vidéo suivante, vous avez voté pour le sujet « Combien de kilos devez-vous perdre pour raffiner votre visage et augmenter votre attractivité physique ?» Nous verrons que c'est un thème qui est beaucoup moins superficiel qu'il n'y paraît à première vue. Pour la vidéo d'après, je vous propose à nouveau de voter dans les commentaires en mettant un pouce vers le haut sur le titre de la vidéo que vous préférez, parmi les 3 sujets suivants, à savoir « Est-il possible de maigrir en mangeant ?», le concept de calories négatives, ou « Concept diététique de base, tout savoir sur la calorie », ou enfin « Réduisez votre rythme cardiaque avec les légumineuses, une comparaison entre sport et alimentation ». Merci de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo si vous avez appris quelque chose. Vous pouvez cliquer ici pour savoir si manger le soir fait grossir et quel impact cela a sur votre santé. Et cliquez ici pour connaître quels sont les 3 comportements qui vont vous permettre de réduire votre mortalité et votre risque de développer une maladie chronique de 80%. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être directement mis au courant des prochaines sorties vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter et soutenir ce projet éducatif via tipeee.com. Tous les liens sont dans la description de la vidéo avec, comme d'habitude, les références des articles scientifiques utilisés. À la prochaine et bon appétit!